Alors, je suis bien content d'être ici avec une salle comble pour une question très importante. Trois questions très importantes. Comme vous savez, aujourd'hui, nous allons filmer, il y a plusieurs caméras vidéo, nous allons filmer et faire une série de vidéos parce qu'on croit que ces trois questions-là sont souvent demandées. La question de l'existence de Dieu, la question de quel Dieu, que Dominique va parler dessus. Et ce soir, on va voir un conférencier, Serge, qui va parler sur les supposées manipulations de la Bible. Donc là, on parle de le Code da Vinci, les faux épîtres, et toutes ces questions-là qui sont si populaires dans nos romans et aussi dans les nouvelles pour essayer de dire que la Bible a changé avec le temps et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc tout ça, c'est à venir. Hein? Moi, je vais parler beaucoup de science, c'est sûr. Mon arrière-plan, c'est en science. En passant, juste pour vous dire que j'aime bien ce que Dominique a dit concernant les nombres de conférences que j'ai fait, mais je n'ai pas fait 10 000 conférences. J'ai fait 1000 conférences. 10 000, j'aurais été très occupé dans 20 ans. Mais voilà. Il y a un site web, créationnisme.com, et on a aussi un table de livres. En arrière, il y a ma femme Lucie, et moi, on va être en arrière tout à l'heure, qui pourrait recevoir vos commandes. J'espère. Je sais qu'il y a un livre que je n'ai pas assez parce qu'il m'en reste juste 3, donc nos origines en question et tout ça. Mais pour les DVD, on devrait avoir assez. Et je vous invite à regarder l'information que nous avons. Alors, ça, c'est juste rapidement, pour pas que Lucie et moi on à vous expliquer un par un qu'est-ce qui est sur la table de livres. On vous introduit ça un peu au début. Et il y a comment débattre un évolutionniste. Donc ici, j'ai un débat que j'ai fait à l'Université McGill avec Dr. Cyril Barrette du département de biologie. Et donc, c'est fort intéressant. On voit les deux côtés et comment ça a répondu dans la salle. On a l'évolution de l'homme, donc la question de les chaînons manquants, comment on explique ça. L'âge de l'univers, l'âge de la Terre. On a le déluge dans la mythologie, les langues des peuples. Nous, on croit que l'histoire du déluge, c'est comment débarrer la question des mythologies gréco-romaines, syriennes et autres. Et on l'explique ça là-dedans. Je ne donne pas une grande explication. Les dinosaures, ça c'est les dinosaures. On va parler de c'est quoi les dinosaures. On va parler des fouilles de dinosaures, les fossiles de dinosaures. On va parler de la possibilité des dinosaures encore vivants aujourd'hui et où est-ce qu'ils sont vivants et c'est quoi les évidences que les dinosaures et les humains ont vécu ensemble ou vivent encore ensemble. Ça c'est là-dedans. On a une section qui est l'âge de la Terre, complexité biologique, dont on va parler un peu aujourd'hui de la complexité biologique. Donc, ce que moi j'aime appeler la signature de Dieu. Et l'âge de la Terre, est-ce que la Terre est jeune ou est-ce que la Terre est vieille? On va regarder dans cette conférence ici. Et ici, j'ai une petite série de 2 DVD sur des sujets théologiques. Parmi les chrétiens, il y a une polémique sur comment on devrait interpréter la Genèse. Est-ce que c'est une histoire qu'on peut prendre littéralement ou est-ce qu'il faut prendre allégoriquement ou c'est un modèle à suivre, tout ça? Donc, moi j'ai dit, on va regarder comment Jésus a interprété la Genèse et les disciples et les pères de l'Église. Alors, ça c'est là-dedans. Et dans la Genèse et les peuples chinois, je démontre que les peuples chinois avaient l'histoire de la Genèse en tout point, exactement comme dans Genèse, mais 500 années avant que Moïse l'a écrit. Donc, c'est fort intéressant. Je parle aussi de leur culture. Et vous pourrez avoir ça en arrière. Il y a des traités aussi, Jésus, créateur, créationniste et scientifique, et d'autres choses. À vous de regarder. Donc, cette conférence ici a eu lieu, en fait, a été développée, en fait, suite à une série de questions que j'ai eues dans une conférence au Cégep Louis Garneau. Et il y avait un groupe de sceptiques, un groupe de personnes qui ne croyaient pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne croyaient pas. Ils voulaient me trouver l'ultime question pour m'arrêter. Ils croyaient ça, c'est l'ultime question. On va lui poser, prouve-moi que Dieu existe. Alors, ça, c'est la réponse. Je ne les ai pas donné cette réponse. Je vais vous montrer à la fin qu'est-ce que j'ai donné comme réponse, qui était naturellement plus courte qu'une heure que nous allons prendre pour regarder le sujet. Mais je trouve la question intéressante. Et je trouve une deuxième chose. Les sondages qui sont faits au Canada et aux États-Unis démontrent que 85 % de notre population croit que Dieu a créé l'homme. 50 % croient que Dieu a créé l'homme exactement comme écrit dans la Bible. Au Québec, c'est un peu différent. C'est 60-40. Ça veut dire que c'est, au lieu d'être 85 % comme le reste du Canada, c'est 40 % au Québec qui croient qu'on a été créé par Dieu et 60 % qui sont ou incertains ou évolutionnistes. C'est différent ici. Mais dans les Amériques,
Globalement, beaucoup de gens croient que Dieu existe. Et la raison, et une des choses que Dominique va soulever, c'est beaucoup de gens parlent de Dieu, mais la définition de Dieu est différente pour beaucoup de gens. Moi, je vais juste parler, est-ce qu'on a besoin d'un créateur, que je vais appeler Dieu? Une intelligence qui va au-delà de l'univers, que moi je crois est une nécessité pour le système dans lequel on vit, que c'est juste une induction logique. Alors, je n'irai pas plus loin que ça dans cette conférence. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est le Dieu judéo-chrétien. Pourquoi la question? Mais premièrement, parce que nous sommes en quête de la connaissance. Nous voulons découvrir des nouvelles choses. Nous voulons comprendre ce qui nous entoure. C'est ça la science. C'est observer et essayer de comprendre les lois naturelles et le fonctionnement de tout ce qui nous entoure. Alors, on est à la quête de la connaissance. Et surtout, on est à la quête des choses qu'on ne connaît pas, le passé de l'humanité, qui n'est pas enregistré scientifiquement, et le futur qu'on ne peut pas enregistrer avant que ça arrive. Donc, il y a ce questionnement, qu'est-ce qui est à venir et d'où qu'on vient. Et relié à d'où qu'on vient est naturellement la raison d'être de notre vie. Donc, dépendant de comment on voit notre place, est-ce qu'on est juste le résultat d'un accident ou d'une série, un blip sur le graphe cosmique du temps sur 600 millions d'années de vie, ça pourra dire on a telle raison d'être de la vie. Si on dit on a été créé spécialement, ça naturellement nous donne une autre raison d'être de vie. Et il y a toutes sortes de la vie, il y a toutes sortes d'idées entre les deux. Mais c'est directement relié et c'est une des raisons pourquoi c'est si souvent dans les nouvelles. Il faut admettre que par rapport au nombre de découvertes qu'on fait concernant les origines, il est beaucoup médiatisé comparé à d'autres choses qu'on découvre tout le temps, mais qui est beaucoup moins médiatisé. Donc, les gens sont intéressés par le sujet. J'aime dire ceci. D'après mon expérience à parler, j'ai parlé quand même à des dizaines de milliers de personnes. J'ai fait 1000 conférences, mais j'ai parlé à des dizaines de milliers de personnes. Et ce que j'ai découvert, c'est que la majorité des gens à qui je parle, la majorité, croient que Dieu existe. Mais ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est est-ce que Dieu sait que moi j'existe? Ça, c'est vraiment, au fond, normalement la question qu'ils sont en train de se poser. Pas tout le monde. Mais nous, on va juste regarder sur le côté, prouve-moi que Dieu existe. On va regarder deux aspects. Les aspects cause et effet, et on va regarder la signature d'un créateur pour la nature, pour expliquer la nature. Pour déterminer la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Parce qu'un scientifique pur, comme Dr. Barrett dirait, on décide jamais qu'on est arrivé à la vérité. En fait, on a toujours des vérités en science, sans ça on ne pourra pas progresser, mais on accepte le fait que nos vérités scientifiques sont sujets au changement, à des nouvelles découvertes, des choses qui pourraient changer. Qu'est-ce qu'on pensait qui était sûr, comme si on aurait dit qu'on était capable d'aller à la Lune il y a 150 ans, ils nous auraient moqué, c'est certain. Mais les normes ont changé, la technologie a changé, la capacité a changé, et donc il y a des choses qui changent. Alors, là, pour parler d'une vérité absolue, ça c'est une autre question. Et là, on veut découvrir c'est quoi la vérité. Est-ce que Dieu existe? Et il va falloir qu'on le fasse sans qu'on l'ait vu. Parce que si on le voit, il n'y a plus de questions. Si je vous dis, est-ce que ce verre existe? Mais il est là. Ce n'est pas une question, c'est la vérité. Il est là, tout le monde le voit. Mais si quelqu'un qui n'est pas dans cette salle, vous dites, moi j'ai vu un verre sur la table. Mais lui, comment lui va savoir? C'est quand même vrai qu'il était sur la table. Mais celui qui n'est jamais rentré dans cette salle, comment vous allez faire pour le convaincre que c'était vrai? Alors là, on parle d'observation, évidence circonstancielle. Ça, c'est une observation directe, le verre est là. Circonstancielle, c'est comme ça qu'on fonctionne dans les cours judiciaires. On a un jury qui n'a absolument rien vu de l'événement. On a une série de témoins qui vont dire « moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça ». Et le jury doit décider la vérité face aux évidences qu'on leur présente. Et c'est de cette manière-là qu'on va approcher la question de l'existence de Dieu et d'un créateur. Pour commencer à la base, moi je pense que l'idéal, c'est de commencer avec le concept que la question, quelle est la cause de l'univers? Avant de parler de nous comme cause ou la planète, etc., on va parler de l'univers. On va commencer avec le début de tout. Et on appelle ça l'argument cosmologique. Cosmos veut dire univers. Alors, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la cause de l'univers? Parce que l'univers est un effet. Donc, premièrement, il y a une loi en science, la loi de causalité. Dans cette loi-là, on peut l'expliquer comme ceci. Tout effet matériel doit avoir une cause antécédente et adéquate. Ça veut dire que la cause doit être avant
et assez pour causer l'effet. Okay, ça semble être logique, mais je vous donne un exemple. On a une rivière et il y a une grenouille à côté de la rivière. Là, on regarde, on voit la grenouille sauter dans la rivière. Et quand la grenouille saute dans la rivière, toute la rivière devient sédimenteuse, boueux. La grenouille était avant l'événement, oui, mais elle n'est pas assez pour causer l'événement. Comprenez? Parce qu'une grenouille ne peut pas causer toute la rivière à devenir boueux. Donc, pour accorder à la loi de causalité, il va falloir qu'on trouve une autre raison que la grenouille pour expliquer pourquoi soudainement la rivière était pleine de sédiments. Donc, c'est une loi en science. Alors, on va regarder la question de d'où vient l'univers. Et pour commencer, il faudra demander la question, pourquoi existe-t-il quelque chose au lieu de rien? Je sais que peut-être vous n'êtes pas tiré les cheveux là-dessus, mais certains philosophes, peut-être, ils le font. J'ai déjà eu une discussion avec un jeune homme qui n'était pas sûr qu'il existait. Et là, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une longue discussion philosophique avec quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il est vraiment là. Mais au fond, la question est quand même profonde. Pourquoi existe-t-il quelque chose? D'où vient l'existence? Parce qu'on est ici, on existe, et on ne peut pas toujours reculer, parce que nous, on vient de nos parents. Parfait. Nos parents viennent de leurs parents. Parfait, mais on ne peut pas faire ça à l'infini. Vous comprenez? À un moment donné, il faut que ça arrête à un moment donné. Et donc, on est en train de parler de la première chose. À un moment donné, quelque chose, d'après moi, et on va voir pourquoi, doit venir de rien. Et là, c'est plus compliqué parce que ça dépasse la science. Dans la science, on ne peut pas faire ça, la science naturelle. Il y a 3 origines possibles de l'univers. La première, c'est que l'univers est éternel. Il n'y a jamais eu de début, il n'y a jamais eu de fin. On va regarder ça. L'univers s'est créé lui-même, ex nihilo, qui est en latin, qui veut dire de absolument rien. L'univers s'est auto-créé, il n'y avait rien, puis pouf, il y a eu quelque chose. Okay? Et le troisième, c'est l'univers a été créé par un agent qui lui est supérieur. C'est les 3. On va regarder un l'autre parce que c'est des 3 modèles qui sont étudiés dans la science aujourd'hui et qui sont contestés dans la science aujourd'hui. Le premier modèle, Gold, Herman, Bondi, Hoyle, c'est tous des astrophysiciens. Ils appellent ça le Steady State Theory, c'est la théorie du status quo. Donc, l'univers est éternel, donc il status quo. Mais il y a des problèmes avec l'idée que l'univers est éternel. Première, puis je vais expliquer ça en plus de détails, l'univers s'élargit continuellement. Donc, le problème, c'est que s'il s'élargit, pour qu'il soit éternel, il va falloir qu'il revienne au point de départ, comme un élastique. Et on va regarder si c'est possible. Il y a la première loi de thermodynamique qui cause un problème, et on va l'expliquer c'est quoi. Et il y a la deuxième loi de thermodynamique qui cause aussi un problème avec ce modèle-là. La première qu'on a vue, c'était la première loi de thermodynamique. Donc, après le début de l'univers, on va regarder l'expansion après. Okay? Après le début de l'univers, que ce soit par un Big Bang désorganisé ou par la création, tout le système tomberait sous le règne de la première loi de thermodynamique qui dit ceci. Dans un système fermé, la somme de la masse et de l'énergie reste constante. C'est ça qui est populaire, rien se crée, rien se perd. Okay? Ça change de forme, par contre, et ça, c'est important à se rappeler, mais la totalité est dans le système, il est dans le système. Il n'y a pas d'autre système. Alors, donc, les choses, il faut qu'ils restent constants, ce qui cause un problème, comme vous allez voir. Parce qu'en observant les galaxies, on remarque que leur lumière se décale vers le rouge, et ceci peut démontrer qu'elles s'éloignent de nous. Dans la lumière, c'est un peu comme le son. C'est beaucoup comme le son. C'est des ondes. On ne rentre pas dans la discussion sur les particules, on pourra le faire plus tard, mais on va prendre la propriété d'onde de lumière. Dans le son, on sait que c'est des ondes. Donc, quand un train s'approche de nous, ça fait un bruit, ça fait okay? Donc, ça va avoir un son qui est plus haut que quand ça éloigne de nous, parce que plus haut, parce que la fréquence est plus petite, parce qu'il s'approche de nous. Okay? Les vagues sont de plus en plus petites. Quand il s'éloigne, les vagues s'allongent et le son baisse. Exactement la même chose dans la lumière. Quand ça s'approche de nous, c'est bleu, parce que la fréquence est petite. Et quand il s'éloigne de nous, il va vers le rouge. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des couchers de soleil rouges, parce que l'onde devient de plus en plus longue le plus bas que le soleil vient. Alors là, on remarque que la plupart, pas toutes, mais la plupart des galaxies sont rouges. Donc, logiquement, il y a quelques autres modèles, parce qu'on n'est jamais certain dans la cosmologie, mais la convention, c'est que l'univers est constamment en train de grandir. Parfait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de matière pour revenir. Parce que pour revenir, ça prendra de la gravité. Pour avoir de la gravité, ça prendra de la masse. Mais si vous êtes en train de s'éloigner, la masse, il n'y a pas assez de matière pour l'attirer pour qu'elle revienne.
Alors, dans le modèle, ils ont inventé ce qu'ils appellent la matière noire. Ils disent, en fait, dans l'espace, il y a 90% de matière qu'on ne voit pas. Comprenez? Ils disent, on voit juste 10% de la matière. Il y a 90% qu'on ne voit pas. On l'appelle la matière noire. Pourquoi noire? Parce que l'espace est noir. Donc, si la matière est noire et l'espace est noir, on ne la voit pas. Sauf que ce n'est pas très bon, à mon avis, d'avoir un modèle scientifique où 90% de le modèle, on n'est pas capable de démontrer qu'il existe. Alors, ça reste un problème. La théorie de l'état stable ou la théorie de la création en continu, on pourrait l'appeler comme ça, plusieurs scientifiques ont pensé qu'il était impossible que l'univers grandisse ainsi, laissant du vide partout. Ils ont déduit que la matière se crée constamment afin de maintenir l'homogénéité et l'isotropie à travers l'univers. Donc, pour maintenir ça, ils ont dit, il doit y avoir de la matière qui se crée partout. Mais attends, là, c'est déjà difficile d'avoir l'univers de tout. Mais essayer d'avoir de la matière qui se crée de rien partout, c'est énorme comme problème dans la cosmologie. Ils ont développé ce qu'ils appellent le principe cosmologique parfait. L'univers devrait paraître identique vu de n'importe quelle position ou à n'importe quel moment. Ça veut dire que si ce modèle-là était vrai, n'importe où on sera sur la Terre, l'univers devrait être homogénique. Il devrait être égal partout, la masse, etc. Donc, on suppose l'homogénéité, la même densité partout, isotropie, les mêmes propriétés physiques en toutes les directions. Et la supposition, c'est que la matière continuerait de se créer. Le problème tout de suite qu'on a, c'est l'hydrogène. Comment il peut venir du néant? Comment on peut créer l'hydrogène à partir de rien? Parce que l'univers, là, il faut comprendre, l'univers, l'idée, c'est que tu as de l'hydrogène et ça devient homme en 13 milliards d'années. Dans l'observation réelle, l'univers a des gros mots. Donc, quand on compare la théorie, on peut faire n'importe quelle sorte de théorie en science. Mais il faut que notre théorie conforme avec ce qu'on observe. En tout cas, si on veut le garder. Et ce qu'on observe, c'est ceci. C'est des murs de galaxies et on voit que c'est clairement pas distribué égal. L'univers n'est pas distribué égal de tout. Alors, ça ne correspond pas à cette idée d'un état stable pour l'univers. Donc, l'idée que l'univers est éternel ne semble pas correspondre à ce que nous observons. Et en plus, il manque 90% de la matière pour maintenir son éternité. J'ai parlé de la deuxième loi. Vous vous souvenez, il y avait la première loi, il y avait l'expansion de l'univers qui était un problème. La deuxième loi qui dit ceci. Dans un système fermé, tout se dégrade et donc l'entropie augmente. Donc, deuxième loi, c'est aussi simple que ceci. C'est que tout vieillit avec du temps. Okay? Tout devient vieux, tout dessus. En fait, c'est une réaction thermodynamique, c'est le mouvement de la chaleur. Donc, à chaque réaction, il y a une perte de chaleur. C'est comme votre voiture. Quand vous mettez du gaz dedans, vous le roulez, il produit beaucoup de chaleur. La chaleur lui-même n'est pas utile pour votre voiture, sauf pour nous chauffer à l'intérieur quand il fait l'hiver au Québec. Mais on en perd quand même. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre du gaz pour recréer la chaleur. Parce qu'il y a une perte. C'est une perte de chaleur qui est inutile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'oxydation, qu'on voit le fer qui va rouiller et non l'inverse. Okay? Donc, on voit les choses vont dans une direction, vers la dégradation, ou on peut, en science, on parle de l'entropie qui veut dire le désordre. Le désordre augmente. Quand mon fils a su que c'était une loi universelle, il dit, Laurence, c'est pour ça que ma chambre est à l'envers. C'est une loi universelle. Je dis, ouais. Tu l'accélères exponentiellement, mais c'est une vérité. Il y en a qui vont dire, oui, c'est vrai, mais peut-être dans un système ouvert, l'univers, mais le problème, c'est que nous, on parle de l'univers. Il n'y a pas de système ouvert dans l'univers. L'univers, c'est le système. Ils disent dans un système ouvert, on peut avoir de l'énergie qui va être remplacée par l'énergie perdue. Mais c'est ça qu'on fait avec du gaz, par exemple, dans notre auto. C'est vrai, on peut ralentir la deuxième loi, mais la deuxième loi fonctionne quand même. On a quand même une perte d'énergie dans le système global, toujours. Par conséquent, l'univers a toujours contenu autant de matière d'énergie et l'univers se dégrade, ralentit et s'use. On n'a jamais constaté une exception à ces deux lois. Donc, l'univers a commencé de manière hautement organisée. Il faudra qu'il ait commencé plus organisé que ce qu'il est maintenant, parce qu'il désorganise avec le temps, avec des lois scientifiques à la base, et il se dégrade, refroidit, dépense son énergie depuis. Deuxième possibilité, l'univers s'est créé lui-même ex nihilo, donc de rien. On appelle ça c'est le modèle, en fait, du Big Bang. C'est le modèle inflationniste. Le mot Big Bang, c'était une blague
que Fred Hoyle faisait, parce que Fred Hoyle n'était pas d'accord avec le modèle. Puis il dit, tu veux une explosion. Puis dans l'espace, on n'a pas d'explosion, on a juste l'inflation. Mais le nom, un journaliste l'a entendu et c'est devenu le nom pour le modèle. Puis en fait, bang veut dire bruit en anglais. Hein? Il y a un bang, un son. Puis je ne sais pas si vous remarquez, mais dans l'espace, premièrement, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de molécules pour faire du son. Toutes vous qui sont adeptes de Star Wars et de... c'est quoi l'émission qui... Oui, Star Trek, exactement. On entend toujours toutes sortes de sons dans l'espace quand ils se bataillent. Tout ça. Désolé, c'est ça, tout complètement silencieux. Mais Hollywood a besoin de quelques sons. Alors, en fait, il n'y a pas de bang, il y a une inflation. L'idée, c'est que l'univers commence comme une sorte de balle de basket ou même plus petit, de l'hydrogène, et pour une raison qu'on n'est pas sûr, il commence à agrandir. Et là, l'idée, c'est que nous, on sera sur la surface de cette balle, donc tout s'éloigne de tout. Comme on a vu avant, l'univers grandit et tout est en train de s'éloigner, donc tout le monde s'éloigne de tout le monde. Ça, c'est un peu le modèle. Le problème, c'est qu'on n'explique pas avec ce modèle-là d'où vient l'univers. Premièrement, je dirais que techniquement, l'inflation en elle-même n'explique pas comment l'univers est arrivé de nulle part. L'inflation prend un univers très petit et produit un univers très grand, mais elle n'explique pas d'où est venu le petit univers. Comprenez? Donc, on ne répond pas à la cause de l'univers avec ce modèle-là, de toute façon. Et Alan Guth dit quelque chose de très intéressant. Il dit, je dois admettre que les questions touchant à la plausibilité ne sont pas déterminées d'après la logique, mais ils dépendent de l'intuition. Donc, le seul choix possible, maintenant on est rendu au troisième choix. Le troisième choix, c'est que l'univers a été créé par un agent qui lui est supérieur. C'est le seul choix possible. Quelque chose existe maintenant, donc quelque chose doit avoir toujours existé, mais pas fait de matière, parce que la matière se dégrade. Donc, toute la matière a besoin d'un début. Au fond, on a toujours besoin de quelque chose d'éternel. On a besoin ou que ce soit la matière qui soit éternelle, ou on a besoin d'une intelligence, un créateur, que lui soit éternel et pas fait de matière. C'est les deux seuls choix. On ne peut pas demander d'où vient, qui a créé le créateur. C'est un non-sens. Le créateur, il n'est pas fait de matière, il n'a pas besoin d'être créé. En plus, il faut qu'il soit en dehors du temps. Donc, il n'a pas de début ni fin. Donc, la question qui a créé le créateur est un non-sens. La matière, elle ne correspond pas à la situation parce qu'elle dégrade. Toute matière a besoin d'un mater, a besoin d'un début. On vient-tu quelque chose? Tu as vu quelque chose à l'écran? Ça vient? Je vais prendre un verre d'eau pendant que je parle. On a le Big Bang? Ça en vient? Parfait. OK, on va veiller là-dessus. Là. C'est la deuxième fois qu'il le fait, donc on va... OK, je vais rapidement, 3 problèmes avec le Big Bang, sans parler de la question de cause. Il y a trois problèmes. En fait, il y a beaucoup plus de problèmes avec le Big Bang. Si l'œuf cosmique n'avait jamais existé, il serait un trou noir tellement massif qu'il resterait ainsi pour toujours. Imagine que toute la masse de l'univers est ici. Comment il ferait pour avoir une inflation? Toute la masse de l'univers et la gravité est toujours vers le centre. Il n'y aura jamais de l'inflation. Il faut qu'il crée des singularités. Il faut qu'il sorte complètement de la norme en physique pour essayer de faire une inflation. Et deuxièmement, si on regarde les galaxies, ils ont l'apparence de la jeunesse si nous considérons la configuration dans leur bras spirale. Donc, si vous regardez cette galaxie, on voit les bras spirales sont toujours comme ça dans tout l'univers. En fait, tout l'univers, les galaxies ont l'air le même âge. Pour un évolutionniste, ils ont l'air 300 millions d'années. Mais tout, qu'il soit celui qu'on est dedans ou celui le plus loin qu'on peut aller dans l'espace par télescope, ils ont tous l'air le même âge. Ils ont tous l'air 300 millions d'années, ce qui est très jeune, âge, et ils ont ça comme spirale. Tous les bras sont proches du noyau. Ça veut dire qu'avec le temps, naturellement, les bras s'éloigneront, il y aura perte de matière, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. On voit de la jeunesse dans toutes les galaxies. Troisième chose qu'on voit, c'est les galaxies partout sont complètement formées. On ne voit pas des galaxies en formation. On voit des galaxies en train de mourir, mais on ne voit pas l'inverse. Donc, on voit des choses comme ça. L'image du supposé début des temps par le télescope Hubble et après 2 semaines de regarder une pointe noire où il n'y avait aucune lumière, le télescope Hubble qui flotte autour de la Terre, elle regarde ça et elle revient avec une image comme ceci où on voit les galaxies complètement formées partout. Mais ça, c'est supposé être le début. Mais ça ne peut pas être le début parce qu'au commencement, on commence avec de l'hydrogène et on est supposé avoir de la formation de la matière graduellement. Mais là, c'est déjà tout là. Donc, ça ne correspond pas au modèle.
D'ailleurs, si on parle des étoiles, que les étoiles forment à partir des vastes nuages de gaz et de poussière par la contraction gravitationnelle, mais les nuages de gaz et de poussière vont s'étendre, ils ne vont pas se contracter. Il n'y a aucune raison pour que soudainement tout commence à faire une étoile comme ça. D'ailleurs, Fred Whipple, il dit la manière exacte de comment une section de nuage interstellaire s'écroule et devient une étoile est encore un problème. Il dit les astronomes n'ont jamais trouvé un nuage interstellaire dans le processus d'effondrement pour devenir une étoile, que ce soit juste la poussière qui. Alvin Hines, un prix Nobel, il dit ceci, il y a une croyance générale que les étoiles forment par effondrement gravitationnel, malgré les efforts vigoureux. Personne n'a trouvé d'indication observable de confirmation. Donc, la théorie généralement acceptée de formation stellaire peut être un de 100 dogmes non soutenus. Très important ça. Dogmes, c'est des croyances non soutenues qui constituent une grande partie de l'astrophysique actuelle. Donc, les choses qu'on dit, c'est un fait, les choses sont un fait. Juste parce qu'on l'annonce sur la première page d'une revue quelconque qu'on peut acheter dans le tabagie, ça ne veut pas dire que dans la vraie science, que c'est un fait. Ça veut dire que ça vend des revues. Dans un éditorial astronomique qui s'appelle Sky and Telescope, en août 2001, l'éditeur il dit ceci. Pourtant, la cosmologie moderne est tellement contre-intuitive, ça veut dire contre le bon sens, qu'elle paraît insensée. Ça, c'est l'éditeur lui-même du revue Sky and Telescope. Il dit, je suppose que je ne devrais pas être surpris d'entendre que davantage de gens croient à une histoire religieuse, comme la Genèse, comme la création, plutôt qu'à l'histoire racontée par les cosmologues. C'est intéressant qu'on ait un astronome, l'éditeur de Sky and Telescope, qui admette c'est contre-intuitif et je ne suis pas surpris que les gens sont en train de s'attacher à l'idée qu'il y a un créateur qui a créé l'univers. J'ai mis ceci. Il y a des anciens textes bibliques qui semblent indiquer une compréhension avancée de la situation. Il y a un verset en Hébreu 1, 10 à 11 qui dit ceci. « Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. » Tu vois, ils reconnaissent la deuxième loi de thermodynamique. Tout est en train de vieillir. Ils reconnaissent qu'un créateur a besoin d'être là avant la création. Il semble avoir une compréhension, même si c'est 2000 ans de vieux, il semble avoir saisi ces sens-là en regardant l'univers. Quand on regarde la question de la cause de quelque chose, on a 3 questions à se poser. L'observation peut-elle être expliquée par une loi ou une nécessité? Est-ce qu'elle peut être expliquée par la chance, le hasard, un entremêlement de causes indirectes et sans but? Ou est-ce qu'elle est faite par une conception intelligente? Okay? Donc, c'est les 3. On regarde quelque chose, un effet. On a ces 3 possibilités-là pour essayer de déterminer la cause de quelque chose. John Calvert, il dit ceci, l'hypothèse du design de cette idée de cause intelligente dérive de l'observation de systèmes naturels très complexes qui semblent avoir un but et un sens, puisque le but ne résulte uniquement que par conception. Ça veut dire que si on a quelque chose a un but, c'est parce qu'il a été conçu. Il n'y a rien qui a un but qui n'a pas été conçu. L'ordinateur, n'importe quoi ici qu'on a ici, s'il a été conçu, c'est parce qu'on avait un but en le concevoir. L'observateur infère intuitivement l'origine par conception. Donc, si quelque chose a un but, une raison d'être, intuitivement, on va dire qu'il a été conçu par une intelligence. Alléguer que quelque chose a été conçu n'est pas une philosophie, une religion. En d'autres mots, si je dis que cet ordinateur a été conçu, créé, il n'y a personne qui va me mettre en prison, il n'y a personne qui me battra en dehors de l'école. Ce n'est pas religieux de dire ça. Moi, je vais contester, comme vous allez voir dans quelques minutes, que de dire que moi j'ai été créé, ce n'est pas un énoncé religieux. C'est un énoncé logique d'après les faits. De dire qui m'a créé, ça devient un religieux. Mais dire que j'ai un but, donc j'ai été conçu. En tout cas, cette conclusion ne dépend pas de textes religieux et d'écriture et ne dépend pas non plus d'une hypothèse philosophique. C'est simplement une inférence basée sur des observations et sur l'analyse logique des événements qui se produisent dans la nature en accord avec la méthode scientifique. Alors, nous, on va faire une petite tournée dans la nature. On vient de passer un peu de temps dans les étoiles. On va revenir sur Terre. On va aller du infiniment grand à l'univers.
Oui, on va aller au infiniment petit, mais pas infiniment. On va aller à l'information génétique. Alors, on est tous conscients aujourd'hui des gènes, quelque chose que Darwin lui-même n'était pas conscient de ce qui se passait génétiquement, il ne savait pas. Il voyait la cellule, c'était une sorte de boîte noire pour eux. Et c'est encore un certain boîte noire pour nous à certains endroits, mais on commence à comprendre beaucoup plus le code génétique. Malheureusement, on ne le comprend pas assez pour commencer à jouer avec, et on joue avec et ça cause des problèmes, on ne sait pas comment les régler, mais ça, c'est un autre problème. Mais on sait que c'est un code, on sait qu'il y a des parties qui disent commencez ici, arrêtez ici. On sait que le code pour lui-même. Hein, le code génétique, il faut qu'il code pour lui-même, pour sa propre formation. Il faut qu'il code pour toutes les protéines dans notre corps, tous les systèmes dans notre corps. Alors, on sait que les cellules contiennent des milliers de gènes et chaque gène est un programme informatique. Et voici une sorte de relation entre juste quelques gènes. Mais on peut avoir, pour ceux qui ont fait biochimie 2 à l'université, ils savent que, en fait, l'examen final, c'est une série de 80 feuilles, 8,5 par 11, qu'on relie tout ensemble, puis on met sur le mur de notre chambre de l'université, et il faut qu'on connaisse toutes les réactions dans ces 80 pages par cœur. Donc ça, c'est biochimie 1. Et ça, c'est juste le biochimie 2. Je suis sûr qu'il y a biochimie 3, mais je ne l'ai pas pris. ADN, il contient et transmet de l'information. Donc ça, c'est intéressant ici. L'ADN, il y a de l'information. Mais pour que ça devienne utile, et pour qu'on puisse créer quelque chose avec l'information, il faut qu'il soit lu par un autre système, donc compris par un autre système, et ce système-là doit encore transmettre cette information aux ribosomes, qui sont des petites usines, qui vont rassembler les molécules nécessaires pour créer des protéines dans les bons morceaux, si vous voulez. Parce que les protéines sont en trois dimensions. Vous mettez un acide aminé qui n'est pas la bonne sorte, et la protéine est plus bonne, là, elle ne marchera plus. Donc, c'est très, très, très spécifique. On ne peut pas changer les choses. C'est des codes de 3. Et non seulement ça, ils codent pour l'infrastructure. Je vous donne un exemple. Disons que vous êtes dans votre maison, vous voulez une fenêtre. C'est beau. Vous mettez la fenêtre, mais derrière cette fenêtre, il y a eu toute une construction. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il fasse des usines pour fondre le sable, le grain. Il a fallu un système pour le clarifier, tester sa force. Il y a toute une infrastructure à tout ce qu'il y a qui nous entoure. Et la cellule, c'est la même chose. Tout ce qu'il y a dans notre cellule, une protéine, c'est bien beau, mais ça prend 100 fois plus d'informations pour l'infrastructure autour de cette protéine que de produire la protéine, juste comme tout ce qui nous entoure. C'est la même chose, dans notre cellule. Donc, énormément d'informations. Le problème avec l'information, c'est ceci. L'information doit venir de quelque part. La théorie de l'information, développée il y a 25 ans à l'université Harvard, dit ceci. Tout système qui contient l'information, cette information initiale doit venir de l'extérieur du système. C'est comme un ordinateur, on a un CPU, il y a de l'information dedans, mais ce n'est pas l'ordinateur qui s'est autoprogrammé. Il faut qu'on mette un code initial sur ce CPU pour que quand on pèse « on », il y a quelque chose qui apparaît, même avant qu'on ait tout ce qui est sur le disque dur. Il faut un langage de base, il faut une information de base, un bout de code, on l'appelle en anglais. Alors, même chose pour nous, on est fait d'informations, et l'information doit venir de l'extérieur du système, ce qui demande un créateur. Dire que l'ADN, c'est autoprogrammé, c'est comme dire que le papier et l'encre définissent ce qui est écrit dans la revue, sans journaliste. Mais ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique. Papier et l'encre ne peuvent pas faire rien d'eux-mêmes. Et c'est pareil pour l'ADN, c'est juste des acides aminés, ils ne peuvent pas savoir comment se mettre ensemble avec un but, avec une séquence particulière. Donc, il doit avoir un concepteur, il doit avoir un programmeur. Moi, quand je vois un poème, je sais qu'il y a un poète. Quand je vois un livre, je sais qu'il y a un auteur. Quand je vois un programme, il y a toujours un programmeur. Donc, insister que l'ADN n'a pas de programmeur, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ils ont un système pour découvrir c'est quoi l'intelligence. On l'utilise pour essayer de découvrir les extraterrestres. Ça s'appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, la recherche pour l'intelligence extraterrestre. Si un signal SETI est reçu, il y a même eu des films là-dessus, Contact ou quelque chose comme ça, et est une communication normale, non codée, cela devrait obéir aux règles de la théorie de l'information afin de transmettre de l'information. Donc, une mesure de la complexité de l'information, telle un signal SETI, pourrait aussi être un premier
mesure directe de la complexité sociale d'une espèce extraterrestre. Donc, dépendant de la complexité du signal qu'on reçoit de l'extraterrestre, on peut déterminer le niveau de l'intelligence, par exemple. Okay? Alors, là, il y a un problème. On appelle ça 2 poids, 2 mesures. Lorsque ces mêmes scientifiques changent leur télescope pour des microscopes et observent la molécule d'ADN contenue dans chaque créature vivante, ils voient de l'information hautement codée dans un système de langage le plus complexe de l'univers. C'est exactement la preuve d'intelligence qu'ils recherchent dans les cieux. Ils affirment que cette information a évolué par hasard, par chance, alors que s'ils recevraient de l'espace, même une très simple séquence ordonnée, ils diraient que c'est un signe d'intelligence. C'est bizarre. Donc, on va parler maintenant de l'argument téléologique. Donc, cet argument-là, c'est l'argument du design, qu'il y a un concepteur ou ce que moi j'appelle la signature du créateur. Ça, c'est un trappe à souris complexe. Ça, c'est un trappe à souris comme nous, on les fait. Beaucoup plus simple. Donc, j'ai ici une trappe à... En fait, ce n'est pas que les souris à Princeville où je reste sont plus grands qu'ici à Drummond. C'est que ça, c'est une trappe à rats. Okay? Alors, pour démontrer ce concept qu'on appelle la complexité réductible, on fait une analogie. C'est simpliste, mais il fonctionne. Il y a quelques morceaux sur ça. Il y a pas, je vais pas vous, normalement, je demande aux gens de me dire c'est quoi les morceaux, mais je vais le dire pour la cause qu'on manque un peu de temps. On a la tige, on a le ressort, la clampe, on a le bois pour tenir le tout. Je n'ai pas l'appât. Voilà. Et c'est à peu près tout. On a peut-être 5 morceaux pour faire le fonctionnement. Il y a peut-être quelque chose pour tenir le tout sur les clips, pour tenir le tout sur le bois. Alors, est-ce qu'on peut enlever un morceau de ceci et le garder fonctionnel? Non. On enlève la tige, ça ne marche pas. On enlève le bois. N'importe quel. Donc, il a une complexité qui ne peut se réduire. Quand on a quelque chose qui a une complexité qui ne peut se réduire et qui n'est pas à 1, comme ici, il y en a 5 ou 6, il crie « Je suis créé ». On sait, il n'y a personne qui va me dire que ça n'a pas été conçu et créé. Personne. Il y a juste 5 ou 6 morceaux. Là, il y a combien de morceaux ici? Mais là, lui, il est spécial, là. Mais dans un vrai souris, il y a combien de morceaux? Il y a des trillions de morceaux. Des trillions de cellules, un système reproductif, un système de sens, un système musculaire, vasculaire, etc. Lui, il y a des trillions de morceaux. Lui est venu par hasard, puis lui, il y a 6 morceaux, et lui, il n'est pas venu par hasard. J'ai toujours un peu de difficulté avec cette idée, personnellement. Donc, mais nous, on ne va pas regarder les souris, ça c'est trop complexe, on va regarder la queue d'une bactérie. Donc, on appelle ça le flagelle bactérien. Alors, ça c'est une image sur un électron-microscope. Les bactéries ont 40 à 200, en tout cas, ça qu'on va parler, 40 à 200 de ces hélices. Ces hélices tournent à 100 000 révolutions à la minute. Donc, juste pour faire une comparaison, votre auto, là, il est dans le rouge à 6 000 révolutions à la minute, 100 000 révolutions à la minute, et il peut arrêter sur un quart de tour et renverser à 100 000 révolutions à la minute. C'est sûr que ça prend beaucoup d'informations pour créer ce système. Okay? Il faut le bâtir, il faut qu'il marche, et plus important que ça, c'est comme si vous êtes dans un sous-marin et qu'il y a des hélices partout, pas juste en arrière. Il y a des hélices partout. Donc, il va falloir savoir comment allumer un et fermer l'autre et avoir la bonne... Sans ça, vous allez juste tourner en rond. C'est nulle part. Et, en plus de ça, il faut avoir un système qui va mesurer qu'est-ce qui est à l'extérieur de la cellule pour dire, moi, je veux aller dans cette direction-là parce qu'il y a un aliment que je veux absorber. Donc, il faut un système qui transmet de l'information de membrane cellulaire jusqu'à un centre qui va transmettre aux hélices, qui va dire lesquelles tourner dans quelle direction. OK. Le moteur flagellaire est muni de plusieurs pistons et d'une relation originelle vitesse-torque. Qui aurait imaginé des complexes récepteurs qui comptent les molécules et effectuent des comparaisons temporelles? C'est ça que je te parlais. Il compte les molécules à l'extérieur, puis il fait des comparaisons pour dire qu'est-ce que je dois faire. L'activation d'un signal diffusible qui couple des récepteurs avec le flagelle. Un moteur rotatif réversible qui propulse des hélices à vitesse variable. Des générateurs de force, des rotors, des arbres de transmission, des bagues, des joints universels. Ça, c'est juste la queue de bactéries. Heureusement que je n'ai pas pris quelques minutes pour parler de la bactérie lui-même.
Un système d'une sensibilité prodigieuse dont l'amplification est générée par des interactions récepteur-récepteur. Vous avez tout compris, naturellement. En plus simple, c'est écrit ici dans Nature Science Update, ça fonctionne comme une pile, bouge comme une hélice de bateau, possède un engrenage réversible afin de pouvoir tourner dans les deux sens et sous le contrôle de l'information de l'environnement. Ceux-ci sont des fonctions biologiques, dans la forme la plus simplifiée. Je n'ai pas essayé de vous rendre ça difficile. J'ai pris l'exemple le plus simple que je peux en biologie. Et il y a plus que 60 types de composantes dans ce petit moteur. Wow! Et ça, ce n'est pas la bactérie, là. On ne peut pas enlever les composants, ils gardent leur fonctionnalité. Ils ont une complexité irréductible. Même juste la queue de bactéries crie « Je suis créé, je suis conçu ». Et ils ont certainement un but. Deuxième chose qu'on va regarder, deuxième niveau, c'est les symbioses et les associations qu'on voit dans la nature. Donc, une symbiose, c'est quoi? C'est l'association durable entre deux ou plusieurs êtres vivants et dont chacun tire bénéfice. Ils s'aident mutuellement à se nourrir, se protéger ou se reproduire. On va regarder quelques exemples. Les abeilles. Les plantes sont majoritairement angiospermes et la majorité des angiospermes sont adaptés à un pollinisateur spécifique. Ça veut dire beaucoup des plantes qu'on a, il y en a juste un pollinisateur ou type de pollinisateur qui peut les faire reproduire, qui peut amener la semence d'une plante à l'autre. Mais la plante a besoin de faire quelque chose pour attirer le pollinisateur vers lui. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la couleur, il utilise le parfum et il utilise le nectar. Parce que l'insecte, lui, il aime ça manger. Donc, lui, il va prendre le nectar, qui va faire le miel dans le cas de... Et il va même prendre du parfum, parce qu'on a différentes sortes de miel basées sur les parfums, de où est-ce qu'il prend. Et la couleur est importante. Donc, ça, c'est ce que la plante fait. Mais l'abeille a un problème. Les abeilles sont à une place spécifique. Et ils envoient des scouts pour voir. Et les scouts, ces abeilles-là, en fait, prennent des images tout le long de leur parcours. Et là, ils ont trouvé 2 plantes de trèfle. Là, il revient, puis il dit, là, on va parler de comment ils disent quelque chose, là, mais il dit, là, j'ai trouvé 2 plantes de trèfle, on y va toutes. Mais toute la ruche de 50 000 abeilles vont aller 2 trèfles, ça ne marchera pas loin. Vous comprenez? Donc, on a besoin d'autres informations. On a besoin de savoir combien de pollen, combien de nectar qu'il y a et de fleurs qui sont intéressants. On a besoin de savoir la direction, donc on a besoin de savoir la distance. On a besoin de savoir la direction, puis on a besoin de savoir la quantité. Sans ça, ça ne marchera pas, la ruche ne fonctionnera pas bien. Alors, comment les abeilles font pour communiquer à d'autres abeilles, parce que pas tout le monde va, ils ont des scouts qui vont et qui reviennent avec l'information. Bonne question. Au minimum, ils ont besoin d'évaluer la distance. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une analyse d'images qu'ils ont faites durant le parcours. Ils traduisent le nombre par des tours effectués. Il y a une danse que je vais vous montrer. Mais sur le diapo. Ils vont faire une danse et c'est traduit par le nombre de tours. Donc, ceux qui regardent vont regarder. En fait, je pense que j'ai une image ici. Oui. Ils font une danse comme un 8 ici. Et ça va toujours en montant. Sur la ruche qui est naturellement faite en verticale, comme ça. Ça, c'est le vertical. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils comptent. Ils comptent s'il y a 10 rotations en 15 secondes. C'est à 100 mètres. S'il y a 3 rotations en 15 secondes, il y a 3 km. Et comme vous savez, tous les abeilles ont des petits montres sur les pattes et ils sont en train de ticker. OK, 1 seconde, 2 secondes. Oh, combien de temps veux-tu refaire la danse? On ne sait pas exactement comment ils font pour savoir c'est quoi le temps de quelque chose, mais ils savent parce que ça marche d'une manière très ordonnée. 10 rotations, 15 secondes, c'est proche. Et le plus lent la danse, elle est, le plus loin. Et ils savent exactement, parce qu'il faut qu'il y ait assez d'énergie pour faire le voyage eux-mêmes. Donc, ce n'est pas comme approximativement 2, 3, 4 km. Non. Quand vous êtes une abeille et voler 1 kilomètre, c'est loin. Okay? Et il prend en compte la direction et l'intensité du vent. Donc, 2 km peut sembler être 3 km si le vent est contre vous. Alors, il danse comme si c'était 3 km parce que le vent était... Il prend en compte l'intensité du vent. Et les abeilles comprennent. L'intensité de la danse veut dire combien d'abeilles envoyées. Donc, ça ici, c'est son derrière qui fait comme ça. Donc, il fait tout. Et eux autres, ils regardent l'intensité, ils savent, ils comptent
qu'est-ce qui arrive? Et ils décident entre eux, encore, ce n'est pas complètement connu comment, mais ils décident entre eux combien envoyer pour la quantité qu'il y a. Ils envoient le bon nombre d'abeilles. Aussi, donc, il y a l'analyse direction. Donc, quelle direction? C'est parfait. J'ai besoin de 60 abeilles. Je sais que c'est à 2 km, mais j'ai 360 degrés. Hein? Où je vais aller? Bon, voilà. C'est la direction de sa danse. Lui, il analyse la direction par rapport au soleil. Avec lui, il peut polariser la lumière. Traduit par l'angle de la danse par rapport à la verticale de la roche. Donc, on sait que c'est dans cette direction-là. OK, on va par là. Et il y a une récalibration d'angle modifiée au cours du temps. Ça veut dire qu'il faut qu'il danse longtemps parce que ça prend du temps. Le soleil déplace, lui, il va déplacer son angle pour toujours être représentatif au bon endroit. Mais rappelez-vous, lui est à la verticale, eux, ils sont à l'horizontale. Donc, ils sont en train de faire un peu de trigonométrie. Quand ils arrivent sur la plante, comment ils font pour ramasser le nectar? Ils ont des genoux spéciaux qui ont des trous dedans. Quand ils plient leurs genoux, ils prennent le pollen et quand ils se lèvent, le pollen se ferme dans les poches de leurs genoux et quand ils arrivent à la prochaine plante, ils ouvrent leurs jambes et le pollen sort. Donc, c'est un système où les deux ont besoin. Si les abeilles disparaissent, 60% de notre nourriture disparaît. Et c'est la pollinisation pour la plante et c'est le nectar pour l'abeille. Une symbiose. Moi, je crois qu'il n'y a aucune explication en dehors d'une conception d'une extrême intelligence. On va parler de quelques autres exemples de symbiose et on va conclure après. Le papillon nocturne et le yucca. Le papillon nocturne et le yucca. OK, donc dans ce cas-ci, tu as deux. Le yucca peut se reproduire seulement avec ce papillon qui s'appelle le papillon nocturne. Les fleurs du yucca sont suspendues vers le bas avec le pistil plus bas que les étamines. C'est impossible pour la plante de se fertiliser. C'est impossible, c'est trop bas. Une fois fécondé par le mâle, le papillon nocturne, donc le papillon nocturne revient, le papillon nocturne femelle récolte le pollen. Ils ont une bouche spécialement conçue pour récolter le pollen. La femelle vole vers une autre plante et perce l'ovaire. Donc, elle perce l'ovaire qui a besoin de cette semence, dépose les œufs pour elle, mais pour une raison qui est juste pour la plante, elle descend le style, atteint le stigmate et il faut un boule de pollen. C'est-à-dire, elle pourra planter ses œufs et jamais faire ce petit trajet qui est juste pour la plante. Il n'y a aucun bénéfice pour elle, sauf que si elle ne le fait pas, la plante n'existera plus et donc elle ne pourra plus mettre ses œufs. Mais c'est un peu complexe. Hein? Les larves mangent une partie des graines produites et le reste servent à propager l'espèce. Les fourmis. Les fourmis sont des champignonistes. Ça veut dire qu'ils sont des fermiers de champignons. Voici comment ça marche. Les fourmis que vous voyez là, les attas, les fourmis rouges, on les a vues sur des émissions découvertes avec des grandes feuilles par-dessus eux, puis ils vont tout en ligne. On aurait l'impression que ces fourmis-là mangent les feuilles, mais ce n'est pas vrai, ils sont incapables de manger les feuilles. Ils récoltent les feuilles, mais ils ne les mangent pas. Ils mangent les feuilles pour le bénéfice des champignons qui sont à l'intérieur de la place où ils vivent. Donc, eux, ils mangent, ils mettent avec des champignons et ils fertilisent les feuilles avec un peu de liquide anal, pour qu'il y ait un peu d'azote là, pour les champignons. Et eux, ils vont manger quoi? Ils vont manger les champignons. OK. Bon, mais ce n'est pas fini là. S'ils récoltent une plante qui est toxique pour les champignons relâchent un signal chimique et les fourmis ne récoltent plus de ce matériel. Oh! Donc là, on a une communication, un langage qu'il amène quelque chose de toxique. Le champignon relâche un signal, puis le fourmi est préprogrammé pour comprendre c'est quoi ce signal-là et de dire, oh, j'amène plus de cette plante-là. Mais ils sont capables de se souvenir de ne pas aller chercher cette plante-là et de le communiquer tout à travers tous les autres fourmis. Ce n'est pas comme si chaque fourmi a besoin de répondre à son tour. Une fois que c'est appris par il n'y a jamais une fourmi, comme vous savez, mais oui, par quelques fourmis, ils vont le transmettre. Les champignons ne peuvent vivre en dehors de la colonie, donc ça, c'est bizarre. Cette sorte de champignon-là, on ne le trouve pas en dehors de la colonie. Elle ne vit pas et est parasitisée par d'autres champignons et tuée. Pourquoi à l'intérieur, il y a juste cette sorte de champignon-là et il n'y a pas les autres? Bonne question. Alors, les fourmis, ils protègent les champignons des champignons parasitiques qui s'appellent Escovopsis avec une bactérie qui s'appelle Streptomyces, qui produit des antibiotiques puissants. En fait, 50% de nos antibiotiques sont basés sur la même bactérie, Streptomyces. Ces bactéries blanches couvrent les fourmis dédiées à ce travail.
Donc, les fourmis qui sont dédiées à s'occuper des champignons sont couvertes d'une sorte de mousse blanche qui est faite de streptomycèse, qui tue tous les autres champignons, sauf ceux qu'eux, ils mangent. C'est bien planifié. La première signe d'infection, les fourmis se mettent à changer la place des champignons. Donc, s'ils commencent quand même avec tout ça, s'il y a une infection, les fourmis arrêtent tout leur travail, ils viennent, puis ils prennent les champignons, puis ils les déplacent à un autre endroit. Il faut que ça soit préprogrammé. On est fait sur l'information qui est dans notre code génétique. Il faut que l'information soit là avant pour comprendre le signal. Sinon, les champignons, on amène quelque chose de toxique, ils meurent tous, tout simplement. Comprenez tout? Il faut que le système fonctionne tout en même temps. C'est ça. Et la majorité des systèmes dans la nature sont symbiotiques. Là, on a parlé de systèmes simples. Je pourrais vous en parler des systèmes qui prennent 5 hôtes différents. Il y a des bactéries qui prennent 5 organismes différents pour survivre, dans 3 milieux différents. Donc, ça peut être beaucoup plus complexe. Là, les formes de vie, dit Richard Lewontin, l'évolutionniste, dit ceci, ont des morphologies, physiologies, comportements qui semblent avoir été conçus d'une manière soignée et astucieuse. Donc, on va finir avec une chose. On va regarder. Juste avant, on va citer Richard Dawkins, notre athée plus populaire sur le côté anglophone, qui pense que Dieu, c'est une sorte de... qu'on devrait mettre des parents comme en prison si on enseigne Dieu à nos enfants et toutes sortes de choses comme ça. Il dit ceci, la biologie est l'étude des choses compliquées qui ont l'apparence d'avoir été conçues pour un but. Oui. Mais moi, je dis que peut-être si quelque chose a l'air d'avoir été conçu sur un but, c'est parce qu'il a été conçu pour un but. Je ne sais pas, moi. Alors, allons à quelque chose de très complexe comme le cerveau. 1350 grammes, environ 1400 cc. À l'intérieur du cerveau, il y a 10 milliards de neurones. 10 à la 10. 10 à la 2, c'est 100. 10 à la 3, c'est 1000, vous comprenez? 10 à la 4, c'est 10 000, etc. Donc, c'est le nombre de zéros. Là, on est à rang 10 milliards. Parce que si je vous dis 10 milliards, ça ne veut rien dire pour vous autres. Si je vous dis 1 million, ça veut... Au fond, est-ce que vous êtes capable d'imaginer 1 million? Non. C'est beau sur un chèque, vous pouvez imaginer des zéros. Mais ça ne veut rien dire. D'ailleurs, ça ne veut tellement rien dire que la plupart des gens qui gagnent la loterie n'en ont plus après 5 ans. Vous montrer que ça ne veut rien dire. OK. Chaque neurone contient des fibres de connexion appelées dendrites et chaque neurone est en contact dendritique avec jusqu'à 10 000 autres neurones. Donc, pour vous conceptualiser ça, imagine que chaque neurone, c'est un fil de câble réseau. Okay? Dans des ordinateurs, on a des fils de câble. Donc, là, chaque ordinateur a 10 000 cartes réseau. Là, 10 000, c'est quand même un grand chiffre parce que si vous en avez un comme ça, essayez de mettre 10 000. 10 000, là, ça prendrait d'ici en haut jusqu'au mur. Chaque ordinateur a 10 000 cartes réseau. Avec un câble de chaque carte réseau et chaque câble va à un autre ordinateur qui lui aussi a 10 000 câbles de réseau. Chaque câble va à un ordinateur unique, aucun s'entrecroise. C'est beaucoup de câblage dans votre tête. Le nombre total de connexions de neurones est de l'ordre de 1000 trillions, 10 à la 15. Et si les connexions dendritiques étaient mises bout à bout, il ferait le tour de la Terre plus que 4 fois. Si on prendrait votre cerveau et on le ferait ça irait le tour de la Terre 4 fois. Si on compare avec le Cray 2, un super ordinateur, il fait des calculs à 10 à la 9 calculs à la seconde. Donc, nous, on est capable de faire 10 à la 15. Donc, on est 10 000 fois plus puissant que l'ordinateur le plus puissant. En tout cas, quand j'ai écrit ça, là, je sais que les ordinateurs ont accéléré depuis 10 à la 9, ils sont capables d'aller plus vite maintenant. Mais en fait, en réalité, si vous voulez savoir la vérité, les ordinateurs vont très lentement. C'est juste une perception pour nous qui va vite. Mais en fait, la façon qu'ils marchent, ils vont vraiment lentement. Notre cerveau, il va vraiment vite. Le Cray 2 est capable d'emmagasiner 10 à la 11 bits d'information, mais le cerveau humain est capable d'emmagasiner, malgré le fait que j'oublie qu'est-ce que ma femme demande de chercher au dépanneur, entre la maison et le dépanneur. En théorie, on est capable d'emmagasiner 1000 fois plus que le Cray 2. C'est incroyable. Pour essayer de comparer, qu'est-ce que ça veut dire 10 à la 15, on peut imaginer la moitié des États-Unis et on met avec ça, donc c'est à peu près 2,5 millions de kilomètres carrés. On met 10 000 arbres par kilomètre carré. Okay, donc, kilomètre par kilomètre, 10 000 arbres. Ce n'est pas énormément d'arbres, mais c'est quand même assez tofu. Et on met 10 000 feuilles sur chaque arbre.
Si on veut savoir l'équivalent de 10 à la 15, ce serait le nombre de feuilles sur tous les arbres qui couvrent la moitié du continent des États-Unis. Et ça, c'est le nombre de connexions dans votre tête. Là, vous pouvez vraiment dire, j'ai mal à la tête. Avec bonne raison. Alors, c'est excessivement complexe. Comment concevoir l'idée que le cerveau est apparu par un processus hasard? Il y a là, il y a mais à part de lui, il y a lui peut-être, lui aussi, je ne suis pas sûr, mais normalement, dans nos cerveaux normaux, on est avancé d'une façon extrême. Même Charles Darwin a écrit au sujet de l'œil qui est contrôlé par le cerveau que l'évolution par la sélection naturelle apparaît, je confesse librement. Ça marche-tu? On m'entend-tu? Oui. Absurde à un degré extrême. Donc Charles Darwin, il admet lui-même, juste quand je regarde l'œil et comment il fonctionne avec le cerveau et la complexité de comment il fonctionne, je dis, comment imaginer un scénario par la sélection naturelle qui produirait l'œil? Le grand problème, c'est ceci. Si vous avez quelque chose qui n'a pas d'yeux, il n'y a pas de l'information pour avoir des yeux, d'où viendra l'information et pourquoi le mettre? Déjà, il survit. Comprenez? Il survit. Il survit bien. Mettre un œil, c'est coûteux. C'est coûteux en énergie, mettre un œil. Oui, c'est un bénéfice une fois que vous les avez, mais ça prend beaucoup d'informations pour faire un œil qui est capable de faire quelque chose avec. Pas juste voir un peu de lumière. Et déjà, ça, c'est quelque chose, mais nous, on fait beaucoup plus que voir de la lumière. Alors, toute la structure dans le cerveau, dans l'organe lui-même, le liquide qu'il faut avoir, qui est spécial pour les yeux, pour le nettoyer, la complexité de les faire fonctionner ensemble, etc. Mais l'information, s'il n'est pas là, il ne sera pas là. Il n'y a aucune raison de le mettre là. Il n'y a aucune manière génétiquement de mettre la nouvelle information comme ça. Même si vous avez 10 milliards de milliards d'années, on ne pourra pas concevoir un système comme ça. Et Darwin a dit, moi je pense que c'est absurde, mais il dit peut-être dans les années futures, on va découvrir la réponse. En fait, on a empiré la situation. Conclusion de l'argument téléologique, plusieurs niveaux de complexité biologique. À chaque niveau, ni les lois physiques ni la chance ne peuvent expliquer leur origine. Okay, on a vu quoi? On a vu le code génétique, hein, l'information vient de l'extérieur du système. On a vu les symbioses, où les systèmes sont tout reliés. On a vu le cerveau humain et les yeux. Il n'y a aucune loi physique, la chance peut expliquer l'origine de ceci. L'origine par conception intelligente est cohérente et peut être inférée directement par observation. Comme notre jury. Si vous étiez le jury à regarder tout ça, quelles seraient vos conclusions normales? Moi, je crois que ce serait, mais le cerveau a été conçu. L'ADN a été conçu par une intelligence. C'est un programme, il y a besoin d'un programmeur. Conclusion pour la conférence Prouve-moi que Dieu existe. Donc, pour un créateur, l'univers est un effet, il a besoin d'une cause. Il n'est pas éternel, il est fait de matière. La matière ne peut pas être éternelle, donc la cause, lui qui n'est pas fait de matière, doit être éternelle. Et doit être la cause pour l'univers. On a besoin d'une cause pour l'information, on a besoin d'un programmeur, donc on a besoin d'un créateur. On a besoin d'une cause pour la nature, pour expliquer les symbioses dans la nature. On ne peut pas arriver par hasard que, juste par hasard, l'autre insecte a justement qu'est-ce qu'il a besoin pour cette fleur-là au moment où lui apparaît. C'est beaucoup trop d'informations dans des espèces complètement non reliées. Et finalement, avec le cerveau, l'œil, je pense que c'est la cause pour nous. On est un effet. Et notre cause doit être celui d'un créateur. Merci.